Suite à des études en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, Madame Laberge est particulièrement intéressée par la psychopathologie, la psychopharmacologie et la psychopédagogie. Elle a été invitée à plusieurs reprises, soit comme conférencière, soit comme formatrice, tant pour des groupes sociaux que privés. Elle détient une expérience de plus de 25 ans dans le milieu communautaire, notamment en relation d'aide auprès de personnes aux prises avec différentes problématiques. Madame Guylaine Laberge est présentement directrice générale du Maillon de Chicoutimi, un regroupement communautaire de parents et d'amis de la personne atteinte de maladie mentale. La communication de Mme Laberge portera sur le rôle de la famille dans un plan de traitement. Elle présentera d'abord le Maillon et ses services. Elle poursuivra son exposé en parlant de valeurs, d'approches et de l'intervention systémique. Elle exposera ensuite ce que vit la famille à l'annonce du diagnostic. Elle démontrera l'importance d'impliquer la famille dans le plan de traitement. Madame Laberge. Merci beaucoup. Alors là, je pense que le micro fonctionne. Ça va? On m'entend bien? J'essaie de m'avancer. C'est un petit peu épeurant, cette présentation-là. D'abord, vous dire que je suis d'abord avant tout une humaine, qui aime énormément les êtres humains de tout ordre. Donc, c'est de cette façon que je me présente à vous. Il fallait quand même avoir une présentation, c'est ce que j'ai donné à M. Gaudreau. Vous dire aussi que j'ai toujours été intéressée par la maladie mentale. À l'âge de 14 ans, j'étais bénévole à l'Institut psychiatrique avec Mme Cécile Roland-Bouchard, pour ceux qui l'ont connue. Peut-être M. Simard a connu Mme Bouchard. Donc, j'ai toujours été très intéressée par l'humain, puis aussi par la maladie mentale. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas de PowerPoint. La raison est bien simple, c'est que la plupart du temps, je ne m'y tiens pas. J'aime mieux vous parler comme ça, vous dire vraiment ce qui vient. C'est sûr qu'il fallait faire un canevas, on n'avait comme pas le choix, là. Mais je préfère beaucoup le faire de cette façon-là, si ça vous convient naturellement. Alors, je vous dirais que le Maillon existe depuis 1983. Alors, en 2013, on va fêter notre 30e anniversaire. Je vous dirais aussi qu'il y a 39 regroupements à travers la province comme le nôtre. Alors, le Maillon, ça a commencé tout simplement par le fait qu'il y a eu des parents un jour, et quand je donne le terme parents, il faut élargir ça à conjoint, conjointe, frère, sœur, père, mère, amis, proches. Des gens qui côtoient des personnes qui ont une maladie mentale. Et je vous dirais aussi que moi, je changerais le terme et j'appellerais ça plutôt maladie du cerveau. C'est pas pour nier qu'est-ce qu'il y a là, c'est juste pour que ce soit plus juste pour toutes les personnes. Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose de physique qui se passe dans le cerveau. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a encore trop de préjugés par rapport à ça. Donc, peut-être que mon confrère ici pourra plus l'expliquer, que c'est vraiment au niveau du cerveau, puis les recherches, je suis très intéressée par ça. Le Maillon est venu au monde par des proches qui avaient le goût d'échanger, de partager, de se dire un peu qu'est-ce qu'ils vivaient, parce que c'était difficile. Donc, ça a commencé comme ça, c'était un petit groupe de partage, les gens partageaient entre eux et se disaient qu'est-ce qu'ils vivaient. En 89-90, quand sont arrivées les subventions, quand le ministère a sorti son plan de santé et services sociaux, il y a eu des argents qui sont arrivés pour les proches qui vivaient auprès d'une personne atteinte de maladie mentale. Et à ce moment-là, le regroupement a pu vraiment prendre tout son envol en ayant, par exemple, du personnel et un bureau pour pouvoir recevoir les personnes. Moi, je suis arrivée en 93, donc c'était très nouveau qu'on avait des bureaux. Et l'organisme, je vous dirais, s'est développé de plus en plus. Donc, au fur et à mesure, naturellement, on était 2 personnes, puis maintenant, on est 5. Il y a 4 intervenants, puis une personne à l'accueil. Puis on a aussi des personnes bénévoles qui ont passé par la problématique qui anime les rencontres. Donc, ça s'est beaucoup là,
les services sont aimantés, je dirais, tout le temps. Alors, j'essaie quand même de m'en tenir un petit peu à mon texte. Qu'est-ce qui se passe au Maillon, au fond? Alors, le Maillon, la mission première, c'est le support aux proches qui vivent auprès d'une personne atteinte de maladie du cerveau. Alors, c'est, au fond, tout le support que ces gens-là peuvent avoir besoin. Et je dirais que le premier support que ces gens-là ont besoin, c'est beaucoup, beaucoup de comprendre. Moi, je pense que les gens sont tous des gens intelligents, puis qu'à partir du moment où on comprend, à partir du moment où on sait qu'est-ce qui se passe, on est plus en mesure d'aider. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des groupes d'information-formation. Ça veut dire que quand les familles arrivent chez nous, ils peuvent à ce moment-là recevoir, puis c'est au besoin naturellement. Hein. Vous savez, on est là vraiment pour répondre à leurs besoins parce que ce sont nos clients, en fin de compte. Alors, ils peuvent à ce moment-là faire partie d'un groupe, un groupe d'information. Ça, c'est 12 semaines suivies sur lesquelles ils reçoivent l'information sur la maladie, l'information sur la médication, l'information sur les ressources qui existent dans le milieu, comment faire, comment agir, hein, parce que souvent, ils sont dépassés puis ils ne savent pas vraiment comment agir. Par la suite, dépendamment de leurs besoins, il y a des rencontres individuelles. Alors, ça peut être en individuel, justement, de savoir qu'est-ce que je dois faire ou pas faire, travailler un petit peu leur façon d'approcher la personne pour mieux comprendre. Il y a aussi la possibilité de groupe. Alors, ça veut dire qu'ils viennent ensemble partager leur vécu, apprendre des choses, puis ils repartent chez eux avec plus de capacité, plus de tolérance envers cette personne-là qui vit une difficulté très grande. Il y a aussi quelque chose qui est très nouveau, mais maintenant je dis très nouveau, mais en fin de compte, ça fait quand même 18 ou 17 ans qu'on fait ça. Au départ, on avait, vous savez, quand le Maillon est parti, il y avait les répits dépannage. Alors, les mesures de répit dépannage. Alors, les mesures de répit dépannage avaient été faites à l'époque presque copier-coller, en fin de compte, avec la déficience intellectuelle. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'organisme de support à la famille. Donc, les gens bien intentionnés ont pris les mesures de répit dépannage des parents ou des proches qui ont une personne déficiente intellectuelle et ils ont aménagé ça pour les ressources de support à la famille. Par contre, moi, quand je suis arrivée en poste, assez souvent, les familles me disaient, quand j'offrais une fin de semaine de gardiennage, quand j'offrais un accompagnateur à la maison pour la personne, les gens disaient, mais oui, mais pas besoin d'être ça, moi. C'est un adulte. C'est un adulte, puis je veux dire, il est capable de se garder tout seul, là. C'est pas ça l'affaire, là. Puis j'ai pas besoin non plus d'une fin de semaine pour aller à l'extérieur parce que j'ai les moyens de me la payer. Parce qu'il faut savoir qu'au Maillon, ce sont des gens de la classe moyenne. Parce que, vous savez, hein, la maladie mentale, ça touche toutes les couches de la société. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont plus défavorisés. Donc, les gens, il y avait plus besoin d'accompagnement de la personne qui souffrait de la problématique. C'était la demande qui nous était faite régulièrement. Il faut se rappeler, il y a 18 ans passés, il n'y avait pas les mesures nouvelles qui viennent d'arriver depuis 3 ou 4 ans. Donc, il y avait quand même un manque à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié nos mesures de répit dépannage. Naturellement, nous sommes allés en Assemblée générale. Ce sont les membres qui ont accepté tout ça. Vous savez, on procède toujours comme organisme communautaire de la façon qu'il faut le faire. Et on a mis en place les mesures de répit dépannage selon les besoins des familles. Ça a été très apprécié. Parce que, vous savez, le Maillon, on travaille avec toutes sortes de clientèles. Aujourd'hui, on parle du trouble de l'humeur, mais nous, on a toutes les problématiques confondues. Et même quand il n'y a pas de diagnostic. Donc, ce n'est pas nécessaire que la famille ait reçu un diagnostic pour avoir des services chez nous. Au fond, il y a une difficulté qui se vit, il y a quelque chose de très grand qui se passe et ils reçoivent des services. Donc, ça veut dire qu'il y avait de l'accompagnement de la personne à la demande de la famille, ce qui est complètement l'inverse habituellement du système, c'est-à-dire que c'est la personne concernée habituellement qui a plus besoin, puis on comprend ça. Sauf que parfois, cette personne-là, quand elle ne va pas bien, puis quand elle-même, on le disait, Dr. Simard le disait tout à l'heure,
Elle est tellement rendue loin dans sa problématique, parfois, c'est pas toujours, mais parfois, qu'elle ne voit pas qu'elle a besoin. Donc, ça veut dire que ça devient difficile pour l'entourage de l'amener à aller chercher les services, des fois même de la faire sortir de la maison. Une personne qui est dépressive très sévère, est-ce qu'elle a le goût de prendre le téléphone puis d'appeler pour recevoir des services? C'est loin d'être certain. Donc, ce qu'on offrait à ce moment-là à la famille, c'était d'informer la personne qu'on irait les rencontrer à domicile. Donc, il y a un travailleur social qui se présente à domicile, qui rencontre la famille. Bon, la famille, écoutez, on s'entend, là. Des fois, je pense à ça, je me dis, c'est sûr, parce que nous, on parle du plan de traitement, d'inclure la famille. On n'ira pas chercher les petits cousins et les petites cousines de bien loin, là, qui n'ont pas d'affaires là-dedans. C'est vraiment ceux qui sont prêts, ceux qui sont accompagnants de cette personne-là. Et à ce moment-là, on arrivait, nous, à avoir un volontariat pour que la personne aille chercher les services qu'elle a besoin. Donc ça a été très, très apprécié. C'est un service qui continue encore. Et on a aussi, naturellement, encore le dépannage. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est possible qu'une famille ait besoin d'aller passer une fin de semaine à l'extérieur. C'est possible qu'une famille ait besoin d'un accompagnement d'un court temps pour la personne. Mais ça demeure cette partie-là, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on a aussi comme service au Maillon? On a l'accompagnement pour la requête d'évaluation psychiatrique. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, on a travaillé ça avec un avocat, de pouvoir accompagner une famille dont la personne, justement, est tellement pas bien qu'elle ne voit plus qu'elle a besoin, rendue à un point extrême, de l'accompagner devant le juge pour que cette personne-là puisse être évaluée au niveau psychiatrique. Donc, c'est un service qui peut être offert. Ce qu'on fait aussi avant de procéder, c'est sûr qu'on essaie de rencontrer la personne pour travailler le volontariat, parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas facile de passer par là. C'est vraiment difficile, autant pour la personne concernée que pour la famille, de passer par là. Donc, on essaie le plus possible d'éviter cela. Alors, le Maillon, naturellement, c'est un conseil d'administration de personnes qui sont touchées par la problématique. J'en ai parlé tout à l'heure, on est quand même 5 personnes à temps plein. C'est qui ces familles-là qu'on reçoit, au fond? On peut se poser cette question-là. J'aimerais savoir, d'ailleurs, dans la salle, est-ce qu'il y a des membres de famille? J'en ai vu quelques-uns, là. Je triche un peu, je fais semblant que je ne le sais pas du tout. Est-ce que vous pouvez lever votre main, les membres de famille? Alors, je trouve ça beau, hein, de voir l'intérêt de travailler ensemble. Je trouve ça beau de voir, il y a M. Blanchette qui va nous faire un témoignage. Hein. Je trouve ça beau de voir, il est accompagné de sa famille, au fond. Tu sais. C'est ma mère, mais moi. Alors, la mère, elle n'a pas pu aujourd'hui, mais c'est bien d'être accompagnée. Hein, c'est ça, d'avoir cet accompagnement-là. Puis j'aimais ça, entendre ça, Dr. Simard, quand vous disiez comment c'était important, au fond, la famille. Comment c'est important dans le plan de traitement. Hein, je vais avoir peut-être des petites questions à vous poser, puis que vous pourrez ramener à votre équipe. Alors, ils sont qui, ces familles-là? Là? Voyez-vous, hein, je suis tellement pas mes feuilles que là, je suis vraiment, là, hein? Je suis dans mes feuilles. Je ne suis pas habituée de les suivre, mais je vais essayer de les suivre. Alors, au fond, ces familles-là, c'est toute personne qui vit auprès d'une personne qui a une maladie mentale. Alors, ça peut être le conjoint, la conjointe, le frère, la sœur, un ami très proche, quelqu'un qui est préoccupé par cette personne-là, quelqu'un qui accompagne cette personne-là. Donc, c'est notre clientèle. J'en viens, puis je suis heureux parce que je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais c'est bien, moi, je vais arriver dans mon temps. J'en viens à vous dire que c'est bien correct, hein? C'est pas un reproche, c'était très, très bon. Non, c'est que c'était très, très correct. C'était très correct. C'est difficile, la théorie, hein, d'arriver à écourter ça, là. Je veux dire, c'est très difficile. C'est pas un reproche du tout d'être asthmate. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent, les familles, au fond? Alors, je vous dirais que les familles, ce qu'ils vivent quand elles reçoivent un diagnostic, parce qu'elles le reçoivent en même temps ou à quelques heures près ou à quelques minutes près avec la personne. Je parle toujours de la personne qui est soignante ou la personne qui est proche ou l'accompagnatrice ou appelez-la comme vous voudrez, là. Alors, c'est sûr que c'est un choc. Quand M. Gaudreault m'a demandé de venir ici, moi aussi, je me suis empressée de dire oui. Parce que je trouve ça super bien que les familles puis les personnes travaillent ensemble. Puis je me disais, c'est une belle occasion, au fond,
que tout le monde, on arrive à se comprendre, puis à être ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent, les familles? C'est un choc. Probablement comme la personne, hein? Régent va nous livrer ça tout à l'heure, là. Probablement qu'il va nous dire aussi que ça a été un choc très grand dans sa vie. C'est un choc, puis dépendamment, hein, si c'est un conjoint, un enfant, ou si c'est un frère ou une sœur, c'est bien certain que ce choc-là va se vivre à différents niveaux. Par contre, il y en a un quand même. Même si on ne parle pas de décès, on va parler d'étapes de deuil. Parce que la famille va avoir à faire le deuil de cette personne-là qui, du jour au lendemain, pour certains, change radicalement. On parle dans les variations, naturellement, quand il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de médication, là, hein, quand on a vécu tout le tumulte de la maladie, au fond. Puis même après, il va y avoir un changement, la personne va... Mais on s'entend que la personne change. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Donc, on doit réapprendre à connaître la personne. Apprendre à vivre avec cette nouvelle personne-là. Quand on parle, par exemple, des troubles de l'humeur, on va parler de quelqu'un, moi je le dis souvent, hein, c'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc oui, il y a quelque chose dans le cerveau, hein, qui fait en sorte que cette maladie-là se déclenche, mais au niveau affectif, il y a une hypersensibilité. Donc on va demander aux familles de faire attention à ça, de connaître ça, puis de faire attention à ça. Pas d'infantiliser la personne, c'est pas ça le but. Le but, c'est de bien comprendre que quand je suis hypersensible, ça peut être une petite chose qui me paraît à moi banale, qui fait en sorte que je pars dans un mauvais côté. Alors, à partir du moment où les familles comprennent, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'elles vont vivre aussi, ces familles-là? Souvent, c'est la colère. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive à nous, cette affaire-là? Je vous dirais que c'est difficile aussi pour des parents qui ont des enfants qui ont une maladie mentale, parce qu'ils vont avoir à faire le deuil de la vie qui se proposait. Comme le disait si bien Dr. Simard, c'est qu'au niveau intellectuel, ces gens-là ont des capacités très grandes. Par contre, la limitation de la maladie va faire que parfois, ils vont devoir choisir autre chose. Parce que le stress des études, le stress que tout ça en cours fait en sorte que la personne, même avec une intelligence très grande, n'arrivera pas, par exemple, à passer le stress des examens à l'université. Parfois, pas tout le temps, là, je ne fais pas de généralité. Alors, c'est sûr. Puis, il y a la colère. Comment ça se fait que ça nous arrive à nous? On n'a rien fait pour ça. Et il y a quelque chose aussi que je voulais démystifier. Vous savez, au Mayon, on rencontre 5000 personnes par année. On a 5000 demandes par année. Je n'aurai jamais la prétention de dire qu'on rencontre toutes les familles au Saguenay qui ont une personne atteinte de maladie mentale. Par contre, dans toutes celles que j'ai vues, je n'ai pas vu énormément de familles dysfonctionnelles au point de rendre la personne malade. Je vous dirais que dans toutes les années de travail que j'ai effectuées auprès de ces personnes-là, j'ai vu 2 familles sur le nombre de familles qu'on pourrait juger de dysfonctionnelles. Donc, je suis mal à l'aise avec le fait que parfois, on nomme que les familles sont dysfonctionnelles et ont occasionné des stress si importants qu'on en arrive à la maladie. Il est possible que ça arrive, mais je ne pense pas que ce soit une généralité là non plus. Donc, ces familles-là, elles se sentent énormément coupables. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Moi, j'ai vu des mères dire, ça se peut-tu que c'est quand, là, à 3 mois de grossesse, que je fumais pas puis j'ai pris un peu de cigarette? Ça se peut-tu que ce soit quand j'ai donné une tape là, à l'âge de 3 ans parce qu'il voulait monter sur le comptoir? Ça se peut-tu que c'est parce que je ne me suis pas bien alimentée? Je n'ai pas assez pris de légumes. Vous savez, là, les mamans, surtout, parce qu'elles portent le bébé, vont se sentir souvent très, très coupables de ce qui arrive au bébé. Dans toutes les maladies, quand on parle d'une maladie physique, autant au niveau du cerveau qu'au niveau du cœur, du foie, les mamans se sentent responsables. Alors, on a à démystifier tout ça. Les gestes qu'on a pu commettre auprès de la personne, un frère, une sœur, par exemple, qui, dans un moment ou un autre, nous aurait demandé quelque chose, puis on n'a pas répondu de la bonne façon. Alors, on se sent coupable, on se sent responsable quand la maladie arrive. Puis arrive le moment du marchandage. Alors, la phase des négociations.
Vous savez, on a tout vu. Il y en a qui vont vers les médecines douces. Il y en a qui essaient même de faire exorciser la personne. Il y en a qui essaient de l'hypnothérapie. Il y en a qui essaient n'importe quoi. Pourquoi on essaie n'importe quoi? Moi, je pense que c'est parce qu'on a encore des jugements. Il y a encore des préjugés, malheureusement, dans notre société. Même si on dit qu'on a avancé, puis c'est vrai qu'on a avancé, moi, je pense qu'il y a encore énormément de préjugés. On va chuchoter pour dire quelle est la maladie qu'on a. Je trouve ça extrêmement dommage. Et ces familles-là vont subir ça. Vous savez, vous autres, vous le subissez probablement, là, la personne concernée, mais les familles le subissent aussi. Donc, on va essayer le marchandage, on va essayer toutes sortes de choses. On va dire, moi, ça ne sera pas pareil. Hein? Moi, il va guérir plus vite. Moi, il n'est pas vraiment malade. C'est pas ça. Alors, on essaie toutes sortes de choses, des remèdes miracles. Puis, on va mettre ça sur le dos de la consommation. On va dire, bien, sûrement qu'il a consommé à tel âge, là, puis ça doit être pour ça. Pourquoi encore? Parce que j'entendais ça tout à l'heure, hérédité. Les parents se sentent extrêmement coupables quand on parle d'hérédité. Parce que c'est quelque chose que j'ai transmis à l'enfant. Moi, ce que je dis aux parents, c'est quand il y a les yeux bleus, puis vous en êtes bien fiers, est-ce que vous vous sentez... Comment vous vous sentez, au fond? C'est une loterie, là. Hein? Quand il a les cheveux blonds, bien qu'il ait les cheveux bruns. J'aurais aimé ça qu'il ait les cheveux blonds, puis là, je m'en veux. T'sais. Moi, je pense qu'une maladie physique, on n'en est pas plus responsable. Mais il reste un fait que les gens voient ça comme ça. Quand on parle d'hérédité, hein, ils vont penser que qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça se fait qu'ils ont transmis ça? Puis là, on essaie que ce soit dans la famille de l'autre. Hein? C'est peut-être l'autre, c'est pas moi. Ça doit être dans la branche de ma tante, de l'autre. Hein? Du côté du père, hein, sûrement. Ben oui, c'est sûr, parce que de toute façon, les enfants ont toujours les défauts du père. Si c'est un défaut. Hein? Mais au fond, c'est que l'hérédité, c'est une loterie. Hein? Je veux dire, c'est quelque chose que je reçois puis que je n'ai pas voulu donner. Hein? Puis dans le cadre de la maladie mentale, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau qui dysfonctionne. Il y a une maladie du comportement. Ce n'est pas de la faute des parents. La dépression, maintenant, j'étais aussi contente d'entendre Dr. Simard. C'est qu'il y a une phase de dépression de la part des familles. Je me souviens, il y a quelques années, on me demandait d'aller à l'hôpital de jour rencontrer des personnes qui étaient touchées par la problématique. Et parfois, je recevais comme commentaire, « Mais c'est quoi l'affaire? Comment ça se fait qu'il existe un organisme pour les familles? C'est moi qui est malade. » Voyons donc, ils n'ont pas d'affaires, eux autres. Eux autres, ils vont bien, ils n'ont pas de maladie mentale. C'est vrai qu'ils n'ont pas de maladie mentale. Mais on s'entend-tu que c'est très souffrant pour le proche aussi, de voir souffrir l'autre? Alors, il peut y avoir une période de dépression, de déprime plus ou moins longue. Donc, ils vont avoir besoin d'être supportés là-dedans. Ensuite, il arrive, on dit l'acceptation, mais je pense qu'on n'accepte jamais, au fond, d'avoir une maladie quelconque. On fait avec. Et à ce moment-là, c'est la phase où les familles comprennent davantage. Elles sont plus accompagnantes, plus tolérantes, plus compréhensives. Et elles sont très contentes de pouvoir venir en parler chez nous. Parce que vous savez, c'est pas avec le voisin et la voisine que tu parles de ça. Parce qu'il y a encore, malheureusement, des préjugés. Alors, une phase plus intéressante, je dirais, où à ce moment-là, les familles ont le goût de participer au groupe, ont le goût de comprendre des choses, ont le goût de cheminer. On a dit tout à l'heure dans la présentation que j'étais très intéressée par la psychopatho. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, la psychiatrie. Mais je suis aussi intéressée par l'humain. Donc, on travaille un peu des deux, parce que pour moi, ce n'est pas déconnecté. Pour moi, le cerveau, il n'est pas déconnecté de la psychologie. C'est tout ensemble. Alors, ça veut dire qu'on travaille, nous, une approche systémique, une approche qu'on dit des fois holistique, c'est qu'on tient compte de l'ensemble de la personne. Donc, ça veut dire qu'on va travailler aussi avec, naturellement, la famille, à l'aider à comprendre, mais on va l'aider à travailler qu'est-ce qu'elle vit aussi en dedans. C'est pas juste au niveau de la compréhension,
mais ce que ça me fait vivre, les comportements, pour arriver à être en meilleure harmonie avec tout le monde, au fond, autant avec la personne concernée que dans la vie en général. Maintenant, j'avais le goût de vous nommer un petit peu les autres sentiments qui peuvent se vivre. Puis là, je suis certaine que vous allez vous reconnaître, puis vous allez dire, on vit pas mal toutes les mêmes choses quand on vit quelque chose de difficile. Alors, il y a de l'insécurité. L'insécurité, prenons conjoint-conjointe, par exemple, qu'une personne va souffrir de maladie mentale, qu'elle va devoir arrêter de travailler pendant un certain temps, qu'elle va vivre toutes les méandres de toute la bureaucratie d'obtenir ou non un papier à quelque part, soit du médecin, soit de l'assurance maladie, peu importe. Et parfois, il va y avoir une période où il n'y aura pas de revenus. Donc, on peut s'entendre qu'il y a de l'insécurité. Prenez, par exemple, des parents qui ont un enfant qui est bien placé, ça va super bien, il y a un appartement, il y a un auto. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il arrive une maladie mentale. Il y a des choses à payer, il y a des choses à faire, il y a des papiers à remplir. Alors, on peut s'entendre qu'il y a de l'insécurité de la part des proches. De la peur. C'est épeurant, cette affaire-là, quand je ne connais pas ça. La maladie mentale, là, c'est épeurant. Encore aujourd'hui, on est obligé de chuchoter. Puis qui va lever la main pour dire « Moi, j'ai telle maladie mentale ». Il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très, très récent qu'on a découvert vraiment les médicaments depuis les années 50. Mais il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont le goût d'aller se mettre à l'avant-plan pour qu'on puisse accentuer la recherche. Il n'y en a pas tant qui vont aller donner vraiment mettre leur visage. On ne voit pas ça trop. Le désarroi. On va vivre de l'impuissance aussi à certains moments parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi dire. C'est pour ça que c'est important que ces personnes-là soient supportées. La peine de voir l'autre souffrir. Vous savez, quand l'autre est dedans, là, c'est extrêmement difficile pour cette personne-là. Mais quand on voit souffrir l'autre, comment ça peut être souffrant aussi, puis je ne peux pas rien faire. La solitude, les gens se sentent seuls. Vous savez, chez nous, là, quand les gens arrivent pour leur groupe de partage, ils sont tous contents parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont retrouvé une famille. Parce que souvent même la famille proche ne comprend pas. Souvent même la famille proche les condamne. Qu'est-ce que tu as fait à cet enfant-là? Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Tu as à mettre de côté. Tu sais, là, alors, ils se font dire toutes sortes de choses. L'incompréhension. Souvent, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que c'est important d'être bien outillé. On essaie de les outiller le mieux possible. On arrive aux autres difficultés maintenant. J'étais très, très, très contente d'entendre Dr. Simard dire comment c'est important d'accompagner la personne quand elle va moins bien. Mais je vous dirais que ces jours-ci, c'est très difficile de faire hospitaliser quelqu'un. Je comprends que dans les années 50, 60, il y a eu des abus et qu'il a fallu se donner une autre société. Mais actuellement, malheureusement, avec la modification de la loi de la protection du malade mental, qui au départ était très correct, avec le fait que le législateur n'a pas malheureusement clarifié le mot dangerosité, bien, qu'est-ce qui est dangereux pour un proche quand on l'amène à l'hôpital? Alors, ce qu'on vit présentement là, au Saguenay, c'est quand quelqu'un, on l'amène à l'hôpital, qu'on réussit à l'amener parce qu'il va vraiment pas bien, parce qu'il a le goût de mourir, parce que si c'est pas dans la minute même qu'il a le goût de mourir, quelques heures même, on va le retourner. Alors, on a une difficulté au niveau de l'hospitalisation. Je pense qu'on est passé là, de l'extrême à un autre extrême, puis on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors, je pense qu'il y aura des choses à faire. Parce que je vous dirais que la personne vit quelque chose d'extrême, la personne qui souffre de la problématique. Mais les proches, de voir leur personne souffrir à ce point-là et d'avoir de la difficulté à l'hospitaliser, c'est terrible. J'oserais avancer que je suis en train de me demander si on n'est pas en train de vivre un génocide.
Si on n'est pas en train de se dire que ces gens-là qui souffrent de maladies mentales sont tellement de second ordre qu'on ne leur donne plus le droit à l'hospitalisation. Moi, je pense que ces gens-là, ces êtres humains-là, que j'aime autant que chacun de vous ici présent, parce que j'aime les êtres humains, ont droit à être hospitalisés, même si c'est un court temps. On comprend qu'il a fallu couper dans les services. Moi, j'étais là quand le ministère de la Santé et des Services sociaux est venu nous dire qu'il faut qu'on coupe parce qu'il y a trop d'hospitalisations au Saguenay. J'étais à la table. Et ça a été fait. Il a fallu le faire. Mais quelles sont les ressources pour aider les gens autour? Où sont ces ressources-là pour quand il arrive une crise, qu'on prenne quelques jours pour temporiser la crise, pour que la personne soit assez bien pour retourner dans sa famille puis recevoir l'aide? Il n'y en a pas de ressources. Le plan de traitement. Encore là, j'étais très contente d'entendre Dr. Simard. C'est important d'inclure la famille. On voit ça partout. Dans toute la littérature, on voit que c'est important d'inclure la famille. Elle est où, la famille, quand il arrive quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est écrit partout dans la littérature, puis que le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas fait en sorte de donner des directives claires pour que la famille, le proche soignant, l'accompagnant, l'aidant, le conjoint, le frère, la sœur, qui est auprès de cette personne-là, puisse être là pour aider cette personne-là. De la même façon que quand on traite quelqu'un qui a de l'Alzheimer, de la même façon que l'on traite quelqu'un qui a une maladie dégénérative, de la même façon que l'on traite quelqu'un qui n'est plus capable temporairement de prendre soin de lui, qu'on indique à la famille à ce moment-là, vous allez être avec nous, puis on va vous aider, puis on va vous aider à traverser. Je pense encore là, et c'est rien que moi qui dis ça, ça n'implique que Guylaine Laberge, que c'est encore parce qu'on a des préjugés par rapport à la maladie mentale qu'on agit différemment. Le jour où on va décider de parler de maladie du cerveau comme n'importe quelle autre maladie physique et qu'on va arrêter de faire une race à part de ces gens-là, les gens auront les services qu'ils ont droit. L'information maintenant. Quelle est l'information? Vous savez, je ne les ai pas mis par ordre de priorité, hein? Je les ai mis comme ça quand j'ai écrit mon texte. Les gens, est-ce qu'ils ont droit à l'information? Est-ce qu'on informe suffisamment? Je ne mets pas du tout en doute que chacun fait son possible. Mais est-ce que parfois on ne pourrait pas en faire un petit peu plus, humainement? Moi, je pense que les gens qui sont malades, quand on leur explique vraiment quelle est la situation, qu'est-ce qui va arriver si tu arrêtes de prendre tes médicaments, qu'est-ce qui va se passer, je pense qu'à ce moment-là, la personne est en mesure de prendre les bonnes décisions. Malheureusement, à certains moments, certaines personnes oublient de faire ça. La difficulté de rencontrer le médecin. Hein? C'est quoi, là? Alors, on dit, hein, Dr. Simard dit ça, puis je suis contente parce qu'il y a plein de collègues à qui il va pouvoir en parler de ce qui se passe aujourd'hui. On dit c'est important de dire, d'être auprès, puis quand ça va moins bien, de devoir faire un filet de sécurité, hein, pour la personne. Mais quand la famille téléphone au bureau du médecin pour dire que ça ne va pas bien parce que la personne est trop basse pour voir elle-même que ça ne va pas bien ou est trop high, puis qu'on se fait répondre, c'est pas avec vous, madame, qu'on traite, c'est avec le patient. Ça arrive encore aujourd'hui, là. Je m'excuse, là, mais ça arrive encore aujourd'hui, à tous les jours. Alors, la conclusion que je ferai, c'est de vous dire que moi, je pense qu'il n'y a pas de race de bons humains. Il n'y a que des humains. Et qu'on a tous le droit d'être traités de la meilleure façon au monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Maillon? On est là pour soulager la souffrance humaine. On est là parce qu'on souhaite que les familles travaillent de concert avec la personne. On souhaite aussi que le plan de traitement, ce soit la personne proche avec la personne concernée qui en fasse partie pour le mieux-être de tout le monde. Et nous, on le fait.
Puis on n'a absolument aucune difficulté. Vous savez, là, on ne reçoit pas de nom de la personne concernée parce qu'elle sait qu'on a trop de respect pour elle, que jamais on irait révéler quelque chose qu'on n'a pas à révéler. Donc, quand on se retranche trop souvent derrière la confidentialité, on sait chez nous qu'on peut mettre des limites, puis travailler de concert avec la famille puis la personne malade sans révéler des choses qui n'ont pas à être révélées. Moi, ce que je souhaite pour le monde entier, parce que vous savez, ce qu'on vit au Saguenay, là, on le vit partout à travers la province, c'est mondial. Moi, je pense qu'on a délaissé, malheureusement, la maladie mentale. En Europe, ils commencent à revenir, eux autres. Là. Ils commencent à voir qu'ils ont fait des erreurs, puis ils commencent à faire autrement. Donc, ça veut dire que ce que je souhaite, c'est que tous les intervenants concernés par la maladie mentale travaillent de concert avec la famille. Vous savez, le jour où ça va arriver, le maillon, on aura peut-être moins à faire cet aspect-là de notre travail. Parce que chaque personne concernée va prendre à cœur la personne qui vit la problématique. Parce que d'abord et avant tout, même si on travaille pour la famille, c'est pour la personne concernée qu'on travaille. Je ne pourrais pas vous laisser sans vous dévoiler quelque chose. Et là, je pense que je vais trahir un secret, mais je pense que ça vaut la peine. Il y a 2 semaines, une famille qui venait chez nous pour quelqu'un qui souffrait de dépression, bien, ils l'ont perdu leur bataille parce que la personne qui n'a pas pu se faire soigner, qu'on a insisté pour qu'elle aille à l'hôpital, bien, il s'est suicidé. Je vous dirais que ça arrive maintenant presque à toutes les semaines, que chez nous, on a quelqu'un qui passe près. Donc, quand je voyais le chiffre, là, moi, je le trouvais très réaliste. Mais il va falloir, comme société, qu'on se décide de faire autre chose. Il va falloir qu'on se décide de donner la place à la personne qui vit la problématique, à la voir comme un être humain à part entière, qui a des droits autant que les autres personnes, qui n'est pas d'une catégorie moindre, et que son proche qui vit auprès de cette personne-là n'est pas moindre non plus. Je vous remercie infiniment.